Voilà, ça passe. Donc, mes chers amis, je vais vous parler un petit peu des insuffisances respiratoires aiguës sur insuffisance respiratoire chronique, communément appelées les exacerbations des IRC ou bien les décompensations des IRC. Encore une fois, c'est une urgence. C'est une urgence qui atterrit d'abord au niveau des pavillons des urgences ou des services des urgences médico-chirurgicales, où le rôle de l'omnipraticien est orienté essentiellement vers les premiers gestes, à savoir notamment oxygéner nos patients. Mais oxygéner n'est pas chose facile. Je ne vais pas vous parler d'oxygénothérapie maintenant, mais j'aimerais que vous compreniez d'abord les mécanismes physiopathologiques de la chose. Donc, je vais vous faire certains rappels indispensables. Vous savez, la médecine, c'est d'abord le fondamental. Si vous avez bien compris le fondamental, le reste, je vous assure que ça viendra pratiquement tout seul. Donc, je voudrais d'abord rappeler un petit peu les principes de la respiration thoraco-pulmonaire. Il y a la ventilation et il y a la perfusion. Et ça se passe où tout cela? Ça se passe au niveau des alvéoles, au niveau de la barrière alvéolo-capillaire. Et c'est là où tous les échanges vont se faire. Vous avez donc le gaz qui est pris en charge par la circulation pulmonaire, on appelle ça la perfusion, et vous avez la ventilation, c'est-à-dire les gaz qui arrivent au niveau des alvéoles. Et c'est le rapport entre les deux, c'est-à-dire entre la ventilation alvéolaire et la perfusion, qui va déterminer justement la capacité respiratoire. Là, vous voyez ce qu'on appelle, excusez-moi, vous voyez un petit peu la ventilation et la perfusion, comment elle se fait au niveau pulmonaire. Elle n'est pas homogène. La ventilation et la perfusion au niveau du sommet n'est pas la même que celle au niveau des bases. Il est communément connu que le rapport ventilation sur perfusion au niveau des sommets est supérieur à 1 et il est inférieur à 1 au niveau des bases. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez une bonne ventilation au niveau des sommets, elle est moins bonne au niveau des bases, et c'est l'inverse pour la perfusion. Celui qui commande tout cela en réalité, c'est justement la perfusion qui va influer sur ce rapport justement. Et ce rapport est excellent s'il est compris entre 0,1 et 1, 0,8 et 1. S'il est donc inférieur à 1, il y a un problème. S'il est supérieur à 1, il y a un problème. Et l'insuffisance respiratoire, justement, va être définie par ce rapport. Alors, quelles sont les situations qui modifient la ventilation? Il y a plusieurs situations. Vous voyez, par exemple, que les fractures de côte, les problèmes de la cage thoracique, les scolioses, les arthroses, le volet costal vont perturber la respiration dans le sens où l'ampliation thoracique va être très limitée quand vous avez une atteinte du gris costal. Pour la plèvre, je vous ai parlé au début du pneumothorax et je vous ai montré que le pneumothorax, quand il est important, il va perturber la fonction respiratoire. Même chose pour l'épanchement pleural liquidien de grande abondance. S'il est important, il va entraîner une sorte d'insuffisance respiratoire. Les atteintes diaphragmatiques, la paralysie du diaphragme, les problèmes de constitutionnel diaphragmatique perturbent évidemment la respiration. Vous ne respirez pas avec les bronches, vous ne respirez pas avec les poumons seulement, vous respirez avec toute la cage thoracique, c'est-à-dire les côtes, les vertèbres, le diaphragme, la plèvre, tout cela participe à la respiration et bien sûr vous avez la commande cérébrale. Les atteintes bronchiques également vont entraîner des problèmes d'insuffisance respiratoire. Quand la résistance à l'écoulement des gaz, oxygène, CO2, au niveau des bronches est augmentée, elle va entraîner une augmentation du travail des muscles respiratoires. Et là, la conséquence directe, c'est qu'il va y avoir des territoires pulmonaires qui vont être exclus de la ventilation. Ça va entraîner ce qu'on appelle un effet shunt à ce moment-là. C'est la situation des bronchospasmes, des inflammations,
des atteintes cicatricielles, des séquelles pulmonaires. Quand il y a des séquelles pulmonaires, il y aura des endroits qui ne sont pas ventilés, mais ils sont perfusés. Ça crée un effet shunt, et donc une insuffisance respiratoire. Les atteintes parenchymateuses également. Quand le poumon est trop rétracté, c'est le cas par exemple chez les enfants de la maladie des membraniels, ou bien quand il est trop étiré, c'est le cas par exemple des atteintes fibrosantes, des atelectasies. Là aussi, vous allez avoir des zones qui sont bien vascularisées, mais sont mal ventilées. Et les problèmes de la barrière alvéolo-capillaire, là où se font les échanges entre l'alvéole et le capillaire. À ce niveau-là, s'il y a un problème, par exemple, un œdème pulmonaire, une pneumopathie, il va y avoir à ce moment-là des problèmes au niveau des échanges à ce niveau-là. Les épaississements de la barrière par inhalation de produits toxiques, les situations de fibrose, ça va entraîner une perturbation de cette barrière qui va être infiltrée par exemple par des cellules inflammatoires, elle peut être infiltrée par des cellules cancéreuses également, et ça va perturber le transfert des gaz de Barr et d'autres de cette barrière. Vous allez avoir à ce moment-là une insuffisance respiratoire. Et enfin, la destruction carrément de cette barrière. Ça se voit dans les emphysèmes. Et là aussi, vous allez avoir une insuffisance respiratoire. Maintenant, loin de ce côté ventilation, le côté vascularisation, perfusion. Les embolies pulmonaires. Les embolies pulmonaires sont responsables également, elles sont importantes, de la perturbation de ces fonctions, de la fonction respiratoire. Maintenant, quand vous avez une insuffisance respiratoire, ou bien vous suspectez une insuffisance respiratoire, à part cet examen clinique qu'on va voir par la suite, à part l'imagerie, la radiographie thoracique et la tomodensitométrie thoracique, qui est elle est indispensable dans le diagnostic, tout cela ne vous donne pas le diagnostic, le vrai diagnostic de l'insuffisance respiratoire. Un seul examen, il est biologique, qui va vous dire il y a ou il n'y a pas insuffisance respiratoire, c'est les gaz du sang artériel. La gazométrie artérielle, parce qu'elle va vous montrer, la PaO2, la pression partielle en oxygène, la pression partielle en CO2, elle va vous donner le pH et elle va vous donner la saturation, et plus loin encore, elle peut vous donner même la fraction inspiratoire en oxygène et la température corporelle du patient. Tous ces éléments sont indispensables pour dire qu'il y a ou il n'y a pas insuffisance respiratoire. Parce que pour dire qu'il y a insuffisance respiratoire, il faut qu'il y ait une hypoxie. Pour dire qu'elle est chronique, il faut que l'hypoxie soit chronique, c'est-à-dire, on va voir après la définition, sur 2 prélèvements distants de 15 jours, l'hypoxie est constatée. Et c'est là où on dit qu'il y a insuffisance respiratoire. Donc, si vous n'avez pas de gaz du sang, vous ne pouvez pas dire qu'il y a insuffisance respiratoire. Vous allez me dire, on n'a pas les gaz du sang partout. Ah oui, maintenant, nous sommes un petit peu mieux dotés que les années 90 et 2000, puisque nous avons un peu partout, et là, on l'a constaté avec l'épidémie du Covid, nous avons un peu partout les capteurs de saturation capillaire en oxygène. Mais ça vous donne une idée et non pas une précision. La précision, c'est la PaO2 et le pH et la PaCO2. Alors, les échanges d'oxygène, maintenant, quand on respire, quand on inhale l'oxygène, l'oxygène est pris en charge, il est transporté par l'hémoglobine. Donc, il est utilisé et transporté sous 2 formes. Il y a la forme dissoute dans le plasma, il est apprécié par la PaO2, puis il y a la forme liée à l'hémoglobine, qui est très importante, c'est l'oxymoglobine, qui va, l'hémoglobine va transporter donc cet oxygène vers les tissus. Alors, la relation entre la PaO2, donc entre l'oxygène dissous, et celui qui est transporté par l'hémoglobine n'est pas linéaire. Ça se voit par cette courbe de Babcock. Et vous voyez ici, dans cette courbe, que la relation entre la PaO2, avec les abscisses, et la saturation n'est pas linéaire, elle est pratiquement comme logarithmique. Et vous voyez que lorsque la PaCO2 est élevée, vous allez avoir comment on appelle ça, quand il y a une hypocapnie, quand il y a une alcalose, vous allez avoir une affinité très diminuée de l'oxymoglobine à l'oxygène. Et c'est là où vous avez, par exemple, une hypoxie associée à une hypocapnie. Et ça, c'est bien illustré sur cette courbe. Maintenant,
l'histoire de pH. Quand est-ce que vous avez une acidose respiratoire? Quand est-ce que vous avez une alcalose respiratoire? Ça obéit toujours à la relation que nous avons tous appris quand on était au lycée de Anderson-Haselbach. C'est le pK plus le logarithme de HCO3, c'est-à-dire divisé sur la PCO2. Et là, lorsque vous avez, par exemple, une PCO2 qui est diminuée, il est clair que le pH va être augmenté, vous êtes dans une acidose. Maintenant, on va rentrer dans le détail de l'insuffisance respiratoire. L'insuffisance respiratoire aiguë, va se traduire cliniquement qui va se traduire par une polypnée, une fréquence respiratoire élevée, et elle va être objectivée par les gaz du sang par une hypoxie. Et c'est là où les malades, dès qu'il a même s'il a une insuffisance respiratoire chronique, il sent une différence, avec une aggravation de son insuffisance respiratoire. Là, il vous dit, ça ne va pas, il vient aux urgences. Si vous prenez la saturation, vous allez la retrouver diminuée, mais il faut essayer d'avoir la saturation habituelle de ce malade. Que comme c'est des IRC, elle peut être déjà à l'origine diminuée. Et quand elle s'aggrave, avec l'aggravation des symptômes habituels, la dyspnée, elle est habituelle chez les IRC. Mais quand il fait une IRA, elle devient beaucoup plus importante. Alors, là, il y a plusieurs groupes de pathologies qui vont être responsables d'IRA avec des situations d'hypoxie. On en a eu beaucoup durant la Covid. Il y a les bronchospasmes aigus sévères, notamment dans les spasmes aigus sévères. Nous avons les fausses routes, notamment chez les enfants, les obésités avec le syndrome obésité hypercapnie, donc c'est le syndrome obésité hypoventilation. Il y a les traumatismes de la cage thoracique qui peuvent entraîner cela. Et puis, il y a des problèmes, des neuropathies, des maladies neurologiques comme le syndrome de Guillain-Barré, qui va également être responsable d'un pourcentage faible, heureusement. Et enfin, certaines chirurgies thoraciques, quand on opère par exemple quelqu'un d'un déo du poumon, une lobectomie, on risque de le transformer par. Il est dû à l'inflammation d'apparition brutale dans un cas de syndrome infectieux et ça donne donc une détresse respiratoire très, très, très sévère de la nuit. Alors, qu'est-ce qu'il y a à ce moment-là? Il y a une diminution de la perméabilité entre l'alvéole et le capillaire, puisqu'il y a l'interstitium qui est envahi par les cellules infectieuses et par l'œdème également, interstitiel, et donc automatiquement, il y aura une diminution des échanges gazeux alvéolo-capillaires. Et là, vous voyez certaines images de SDRA, vous voyez, c'est des poumons blancs, là, il y a même un épanchement pleural associé. Alors, est-ce qu'il y a des facteurs de risque des insuffisances respiratoires aiguës? Oui, il y a des facteurs de risque, notamment les états de malnutrition, de dénutrition, les pathologies associées, telles que comment on appelle ça, les états d'immunodépression retrouvés chez les infectés au virus d'immunodéficience acquise, et même pour d'autres raisons, l'immunodéficience, les états cancéreux, le diabète mal contrôlé, etc. Il y a également l'âge qui est un facteur de risque non négligeable. Vous savez très bien que plus vous êtes âgé, les âges extrêmes d'ailleurs, mais pour les sujets âgés, leur immunité est diminuée, leur fonction respiratoire est légèrement diminuée de façon physiologique, et ils sont donc sujets à faire plus facilement des IRA que des insuffisances respiratoires aiguës que les autres. De l'EMS, la capacité du réflexe au réflexe de tout, elle est très très importante chez les sujets âgés. Et en plus, avec les pathologies associées, ils font plus de cardiopathie, donc du DOAP, que les sujets jeunes. Alors, je vous disais que la définition de l'insuffisance respiratoire est gazométrique. Certes, elle est clinique, mais elle est surtout gazométrique. Et là, vous avez, pour faire deux prélèvements, pour dire qu'il y a une IRC,
faut faire 2 prélèvements de gaz du sang espacés de 3 semaines d'intervalle. Et si vous avez une hypoxémie sur les deux, vous pouvez dire qu'il y a insuffisance respiratoire chronique. Elles sont classées en pratiquement 3 types. Elles peuvent être obstructives. L'exemple type, c'est la BPCO. Vous les voyez tous les jours chez les fumeurs qui ont des bronchites chroniques. Elle peut être restrictive. Là, vous avez les fibroses, vous avez les pathologies du rachis, de la cage thoracique, les pathologies neurologiques comme la sclérose latérale amyotrophique, les Guillain-Barré. Il y a également les pathologies de la plèvre, les pleurésies, notamment tuberculose, qui faisaient ravage chez nous. Et puis, vous avez des pathologies du parenchyme pulmonaire, notamment les fibroses pulmonaires. Elles peuvent être également mixtes, et ça, le chef de file, c'est l'hydratation de bronche. Maintenant, les décompensations respiratoires, c'est les IRC. Les patients qui font des IRC peuvent faire des IRA parce qu'il y a des facteurs qui les déclenchent, notamment les infections respiratoires. Les infections respiratoires constituent la première cause d'insuffisance respiratoire aiguë sur IRC. Surtout, par exemple, chez les BPCO. Et même les autres, les BPCO sont les plus fréquents. Et surtout s'il y a des facteurs de comorbidité, de mieux en mieux aujourd'hui, l'apnée du sommeil et le problème de dysfonctionnement cardiaque. Ces facteurs sont responsables d'une exacerbation ou d'une décompensation de la fonction respiratoire chez les insuffisants respiratoires chroniques dont la fonction est déjà préalablement perturbée. C'est que l'IRA sur les IRC peut être quand même très sévère. Alors, comment elles sont définies, ces exacerbations ou ces IRA sur les IRC? Elles sont définies par une majoration des symptômes que le malade connaît déjà, mais il les connaît à un certain niveau. Quand elles deviennent plus importantes, on peut parler d'exacerbation ou d'insuffisance respiratoire aiguë sur IRC. Donc, si vous avez une majoration des symptômes déjà présents sur plus de 48 heures, comme la dyspnée, l'atout, l'expectoration, il y a d'autres auteurs qui rajoutent l'apparition d'un symptôme qui n'appartient pas à la pathologie respiratoire chronique, comme généralement la fièvre. Là, vous pouvez parler d'une exacerbation. Voilà. Alors, quand vous examinez les patients, la première chose qu'il faut rechercher, c'est les signes de gravité. C'est comme je vous ai fait pour le pneumothorax, c'est presque pareil. Les signes de gravité, notamment l'état de conscience, l'état hémodynamique, la pression artérielle, la recherche d'infarctus, la polypnée, les troubles neurologiques également, et vous avez également un examen immédiat qui vous permet d'apprécier un petit peu la fonction respiratoire, c'est la saturation partielle en oxygène que vous prenez au niveau du doigt. Et bien entendu, vous devez absolument faire immédiatement une gazométrie artérielle pour justement voir si le malade a une acidose ou une alcalose et quelle est la valeur de sa pression partielle en oxygène. Chez ces patients, le mode de la ventilation est perturbé, une polypnée, des tirages, donc une participation des muscles accessoires de la respiration, donc un tirage, un creusement du processus sternal, un balancement thoraco-abdominal qui va traduire une respiration paradoxale et le patient va se présenter souvent en position surtout si c'est une insuffisance respiratoire due à une ERC obstructive. Donc, il faut à l'examen rechercher les signes d'hypoxémie, c'est l'augmentation de la fréquence respiratoire, la cyanose, les extrémités, l'irritabilité et la tachycardie. Et les signes d'hypoxémie chronique, notamment l'hypocratisme digital. Et là, j'ouvre une parenthèse pour vous dire que l'hypocratisme digital, qui est dû à l'hypoxémie pour les IRC, et pas seulement, si vous vous rappelez, il peut avoir d'autres valeurs sémiologiques, mais pour la BPC, c'est d'abord un cancer pulmonaire associé, avant de dire que c'est un hypocratisme digital qui est dû à l'insuffisance respiratoire. Il faut rechercher également le retentissement sur le cœur cardiaque, parce que l'insuffisance respiratoire aiguë peut entraîner un cœur pulmonaire chronique, et lorsqu'il y a une exacerbation, on peut avoir, avant le CPA, avant le cœur pulmonaire chronique, un cœur pulmonaire aigu peut apparaître. Alors, quand vous examinez le patient, et là, j'attends de vous justement tout cela, l'appréciation. Si vous voyez le malade en premier, quand vous êtes au niveau des EPSP,
peut venir consulter le malade de nuit comme de jour parce qu'il n'est pas bien. Et vous, vous devez savoir rapidement interroger vite, généralement pas le malade, mais l'accompagnateur. C'est lui qui ramène. Le malade, il n'est pas bien, il ne va pas venir lui-même, il est accompagné par ses parents, par ses proches, par ses voisins, parfois. Ils le connaissent très bien. Et donc, l'interrogatoire, si vous ne connaissez pas bien le malade, doit être rapide à la recherche, justement, des signes qui vous orientent vers l'insuffisance respiratoire chronique. Je vous ai parlé de l'hypoxie digitale. Le malade peut vous dire lui-même ce qu'il a. Et donc, quand il n'est pas bien, vous allez voir quels sont les signes de gravité qui ont mené, qui se voient actuellement chez un malade qui est en exacerbation. C'est le premier réflexe, c'est les signes de gravité, notamment hémodynamique et neurologique. Moi, je dis neurologique parce que lorsque vous avez une hypercapnie, par exemple, vous allez avoir quelques troubles neurologiques qui vont apparaître, qui n'existaient pas, par exemple, chez les malades. Ensuite, vous allez voir rapidement son état nutritionnel. Est-ce qu'il est obèse? Les deux états nutritionnels des et puis, ces sujets-là, ces sujets âgés de plus de 75 ans, leur clearance, elle est très diminuée et le réflexe de la toux est diminué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il est infecté, il va garder ses sécrétions, il va être encombré, il va aggraver déjà une situation préalablement grave. Et donc, rapidement, il faudra le prendre en charge plus rapidement qu'un sujet jeune. Alors, comment objectiver justement la dyspnée? S'il vient dyspnéique, il faudrait la chiffrer, la dyspnée. Là, vous avez plusieurs échelles. Ce qu'on recommande actuellement depuis quelques années, c'est l'échelle de la Medical British Research, c'est la MMRC, qui est très pratique, très facile. Vous cherchez sur Internet, vous la trouverez. Il y a la modifiée, c'est la MMRC, et il y a la plus complète, c'est la MRC, mais il vaut mieux utiliser la modifiée, c'est plus court. Pour la fonction, plutôt pour l'appréciation qualitative de la dyspnée, je vous renvoie à l'échelle de Bohr et l'échelle visuelle analogue que vous pouvez lire seul et qui vous donne une idée qualitative de la dyspnée. Mais en pratique, il faut rapidement faire une évaluation quantitative en utilisant l'échelle de MMS. Alors, l'examen, l'objectivation de l'examen, vous allez commencer par voir le mode ventilatoire. Alors là, nous n'avons pas beaucoup de choses pour objectiver le mode ventilatoire. Vous avez l'auscultation qui vous permet de repérer les zones d'hypoventilation, de voir si le malade a une dyspnée inspiratoire ou expiratoire, de rechercher l'encombrement. Ça, c'est à l'auscultation clinique que vous allez le voir. Et puis, vous avez la radiographie thoracique qui va vous permettre d'avoir une projection statique des phénomènes visibles. Donc, vous allez voir sur la radio, est-ce qu'il y a des zones qui ne sont pas bien ventilées, hypoventilées, est-ce qu'il y a des condensations, est-ce qu'il y a un pneumothorax, etc. Pour les IRC en état stable, mesurer la mesure de la force des muscles respiratoires inspiratoires par mesure de la pression d'occlusion est très difficile chez nous. Il faut avoir des moyens, je ne vous demande pas de le faire, mais par contre, vous pouvez vous contenter déjà par votre auscultation, l'inspection qui va vous montrer déjà si le malade est cyanusé ou pas, là, quantitatif. Et puis, vous avez le mode ventilatoire. Avec votre auscultation, vous allez repérer les zones qui respirent bien et les zones qui ne respirent pas bien, les zones d'encombrement bronchique. Et la radiographie va vous donner ici, vous voyez, l'hypoxémie, comment vous allez l'objectiver? Eh bien, il n'y a pas 36 000 façons. La meilleure, le gold standard, c'est la gazométrie artérielle, la recherche de l'hypoxie et de l'hypocapnie ou l'hypercapnie. Alors, si vous avez un BPCO, vous trouverez une hypercapnie. Si vous avez une insuffisance respiratoire chronique restrictive, vous allez trouver une hypocapnie, bien entendu une hypoxie dans tous les cas. La nutrition, comment vous allez l'objectiver? On n'a pas tendance à le faire malheureusement en se contentant du visuel. Tout est chiffrable aujourd'hui. Il faut être objectif. Pour objectiver votre examen. Et la nutrition, elle va s'objectiver essentiellement par le BMC ou l'IMC, l'index de masse corporelle, qui est le poids en kilos sur la taille en mètres. Il y a, donc vous dites qu'il y a une obésité
et qui est à 50. Si votre IMC est supérieur à 30, sinon, s'il est inférieur à 19, c'est un anévrisme. Maintenant, la radiographie. Quand vous lisez une radiographie thoracique, il faut être pratique. L'objectif est très simple. Vous prenez le contenant et le contenu. Le contenant, c'est le package, le contenu, c'est ce qu'il y a dedans. Et dans l'IRC, vous avez un malade qui a une insuffisance respiratoire aiguë et il a une IRC préalable, vous devez avoir le réflexe d'analyser tout ça, le grille costal. Parce qu'il faut voir, est-ce qu'il y a des malformations, il y a des fractures de côte anciennes habituellement, en parabole. Mais si vous êtes en IRC, par exemple un BPCO, vous allez avoir des coupoles qui sont crénelées, qui sont surélevées, qui sont plates. L'ombre cardiaque est important parce que ça va vous permettre de voir, notamment sur vous ne verrez rien du tout, puisque les bronches contiennent de l'air, vous ne verrez absolument rien du tout. Et on fait l'analyse du parenchyme pulmonaire. Est-ce qu'il y a des nodules, des lésions réticulaires? Est-ce qu'il y a des clartés? Est-ce qu'il y a des buts? Il y a un pneumothorax? Ça, excusez-moi, parenchyme pulmonaire. Est-ce qu'il y a une condensation? Est-ce qu'il y a une atelectasie? Tout cela, ça s'objective facilement sur, n'est-ce pas, sur une radiographie thoracique. Maintenant, une fois la gravité appréciée, avec les signes cliniques, respiratoires, cardiaques, neurologiques, l'état hémodynamique, la radiographie, les gaz du sang, vous avez cerné le problème. Est-ce que vous êtes dans une décompensation très sévère? Auquel cas, vous devez intervenir immédiatement et transférer dans le plus bref délai le malade en réanimation parce qu'il va falloir l'intuber, ou bien est-ce que c'est une exacerbation légère que vous pouvez gérer? Exacerbation légère, il n'y a pas de signe de gravité, c'est tout. Et à ce moment-là, vous pouvez la gérer localement en recherchant la cause de l'exacerbation. Et ces causes sont multiples. Généralement, c'est une infection pulmonaire. Donc, il faut savoir demander les examens qu'il faut pour rechercher une infection. Cliniquement, c'est la température. Vous avez la polypnéumie, ce n'est pas un examen objectif pour l'infection dans le cadre des insuffisances respiratoires, puisqu'elle y est déjà à cause de l'exacerbation. Donc, vous avez la température. Vous devez faire une recherche du germe s'il n'y a pas de signe de localisation au niveau de la radio. Alors là, ce qu'on fait, on peut demander l'étude cytobactériologique des crachats. On va vous dire, écoutez, c'est pas valable, on trouve des germes polymorphes, on trouve beaucoup de choses de tout. Oui, on trouve beaucoup de choses. Mais il faut savoir faire d'abord cet examen. On prépare le malade à cet examen avec un bain de bouche bien fait. Ensuite, on lui provoque un réflexe de tout pour qu'il dégage ce qu'il a au niveau des bronches. Ensuite, on analyse un petit peu les crachats au niveau du laboratoire. Et les germes qui sont très majoritaires, elles peuvent nous orienter. Et parfois, vous trouvez des germes qui n'ont rien à voir avec la flore commensale. À ce moment-là, ces germes n'existent pas dans le tractus respiratoire. Donc, c'est lui le gène pathogène. Donc, ça sert toujours à quelque chose. Je trouve des bacilles de corps, des bacilles de corps n'est pas commensale. Donc, ça sert à quelque chose. Donc, il faut savoir le faire de façon normale. Ensuite, il y a des choses qui ne dépendent pas de vous. Vous ne pouvez pas faire, par exemple, une fibroaspiration protégée. Ça se fait en milieu spécialisé. Moi, je me contente de votre rôle à vous, en votre qualité de docteur en médecine au niveau, par exemple, des EPSP, ou même au niveau des points d'urgence. Donc ça, vous le faites immédiatement. Vous appréciez la gravité, c'est clair, ça vous avez l'habitude de le faire, et vous faites une radiographie thoracique sur place si le malade est déplaçable. Ceci n'est pas déplaçable, il faut commencer d'abord par le traiter, le mettre en condition, libérer les voies aériennes, mettre un apport veineux de bonne qualité. S'il faut mettre un oxygène immédiatement, il faut le faire, de l'oxygène. Ensuite, il y a la décision thérapeutique. Alors, léger, je vous dis, c'est rien. Vous prenez en charge l'infection. Vous pouvez mettre un traitement anticoagulant préventif en attendant de recevoir, par exemple, des dimères. Vous allez me dire pourquoi demander les dimères. L'embolie pulmonaire est une des causes les plus fréquentes de décompensation respiratoire des IRC, notamment des BPC. Vous allez me dire les dimères sont, si j'ai une infection, si j'ai une inflammation, ils sont automatiquement augmentés. Oui, ils sont augmentés et vous savez très bien que la valeur prédictive
positive n'est pas spécifique. Donc, s'ils sont augmentés, ce n'est pas très important, sauf si c'est une augmentation très, très importante. Mais quand ils sont négatifs, déjà, on élimine. J'élimine l'embolie pulmonaire. Et si j'ai une forte suspicion, dès que possible, je dois faire l'angioscan, et bien, il faut le faire. Voilà l'angioscan. Ensuite, si j'ai une situation extrêmement sévère, eh ben, à ce moment-là, je suis obligé d'intuber et de commencer à ventiler. Et là, comme pour le drain thoracique, je vous le dis, l'intubation n'est pas le propre du réanimateur. Ça, c'est le propre du réanimateur chez nous. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas de médecin urgentiste. Vous êtes, par exemple, dans les urgences, mais vous êtes médecin omnipraticien. Mais vous n'êtes pas formé pour être un médecin urgentiste. Ça, vous n'avez pas ce réflexe de prendre en charge ce genre de. Donc, pour les signes d'hypoventilation très sévères, c'est la PaCO2 qui trouve des radions. Radiologiquement, on va pouvoir trouver une distension. Parfois, on trouve, par exemple, un pneumothorax compressé. Ça nécessite de mettre en place une ventilation artificielle pour faire une meilleure ventilation. Mais si je suis, par exemple, devant une décompensation respiratoire chez une BPCO, on sait que la ventilation non invasive est très utile. Là, il vous faut une formation, vous aussi, en termes de ventilation non invasive. Ça aussi, ce n'est pas le propre d'un spécialiste. Le spécialiste maîtrise plus, c'est vrai, mais il y a des formations pour cela et ça sauve beaucoup. Et on a perdu beaucoup de décompensation respiratoire des BPCO parce qu'on n'avait pas de ventilation non invasive. L'oxygène seul ne suffit pas dans ces situations. Et parfois, on est obligé, je vous ai dit, d'intuber. Et donc là, c'est la ventilation. Le réanimateur va venir. Si vous êtes au PU, par exemple, il va venir, il va vous intuber, il n'a pas de place, c'est à vous de continuer. Et là, il faut savoir prendre en charge quelqu'un qui est ventilé devant. Mais la ventilation invasive vient toujours après les tentatives de VNI. Et les VNI, on peut les faire au niveau des points d'urgence, on ne les fait pas, on n'est pas obligé de les faire au niveau des services de réanimation. Alors, quand les malades sont intubés, vous allez assurer la libération également des voies aériennes en faisant des aspirations. Et là, c'est très utile, surtout chez les malades qui sont hypersécrétants. Les bronchopathes sont hypersécrétants. Les malades qui restent longtemps alités sont hypersécrétants. Mais dans les IRC restrictives, il n'y a pas d'hypersécrétion. Mais parfois, il y a de temps en temps une nécessité d'aspirer parce qu'il y a quelques moments où il y a une hypersécrétion, mais souvent, il n'y en a pas. Alors, il faut savoir que lorsque le malade n'est pas ventilé, il a une insuffisance respiratoire que je peux gérer au niveau de le PSP ou bien au niveau de mon point d'urgence. La kinésithérapie est utile. Elle est utile, mais il faut que vous soyez là. Il faut que vous soyez là pour faire la kinésithérapie à ce type de malade. Et quand vous faites la kiné, si le malade est intubé, il faut faire attention, parce qu'il faut s'entourer du maximum d'asepsie. Quand il est intubé, vous êtes directement dans les zones censées être aseptiques, vous sommes dans l'appareil respiratoire, et quand il faut aspirer, alors là, vous êtes tous passés dans les services de réanimation, certains services de réanimation, il y a des pratiques qui nous poussent à nous révolter parce que la sepsis n'est pas toujours bon. Maintenant, ça va mieux qu'il y a quelques années, mais un malade, c'est une paire de gants qui ne se trimballe pas partout. Je sors d'un box vers un autre box et je ne change pas de paire de gants, je ne change pas l'aspiration par la sonde d'aspiration, et ben, ça doit être changé régulièrement. Le traitement des ondes d'hypoventilation maintenant, et là, vous pouvez le faire vous-même, vous n'avez pas besoin de rien. Pour les pleurésies et pneumothorax, on peut le faire. Je vous ai dit ce matin que l'aspiration pleurale pour un pneumothorax ou pour une pleurésie, tout le monde peut le faire. Pour les traumatismes du grille costal et pour les BPCO, il y a la ventilation non invasive qui peut être utilisée. Et pour toutes les autres causes de la kinésithérapie, peut être utile, notamment pour désencombrer et libérer les voies aériennes et dégager les voies aériennes. Mais là, c'est tout un travail parce que c'est un réentraînement également. Le malade doit apprendre à éliminer lui-même ses sécrétions par notre kinésithérapeute. Alors, on peut faire des inspirations localisées.
par stimulation locale. Donc, on stimule, on donne des coups sur le thorax. Et à ce moment-là, on peut associer également une ventilation non invasive pour justement soulager le travail des muscles respiratoires. Et parfois, il y a des mesures de posture préférentielles. Il y a parfois la nécessité de mettre sur un décubitus. Rappelez-vous, par exemple, pour la Covid, la position la plus recommandée dans la ventilation, c'était sur le décubitus ventral. Et il y a des techniques qu'on peut utiliser, c'est la spirométrie incitative, c'est-à-dire on donne au malade de faire utiliser un débitmètre. Et quand il fait un effort d'inspiration et il souffle dans son débitmètre, il peut provoquer un réflexe fustigène, il peut l'aider par la suite. Ça, c'est la spirométrie incitative. Alors, il y a des recommandations, et dans ces recommandations pour les décompensations des IRC, la réhabilitation respiratoire a une place considérable. Bien entendu, dès que le malade sort de l'urgence, quand cela est possible. Et malheureusement, chez nous, il n'y a pas de centre de réhabilitation. Nous sommes en train d'installer un à Tinso, ce n'est pas encore fonctionnel. Il y a un à Constantine qui est assuré par nos amis physiologistes. Et je ne sais pas s'il y en a ailleurs. Et ça, c'est très important. La réhabilitation respiratoire, c'est un domaine très important pour prendre en charge correctement les IRC. En ce qui concerne les IRC restrictives, les traitements sont pratiquement comme les IRC obstructifs, avec la ventilation, avec le désencombrement, avec les techniques posturales. Il faut particulièrement faire très attention chez eux à l'encombrement parce qu'on a tendance à croire qu'ils ne sont pas très sécrétants, mais de temps en temps, il y a, surtout quand ce sont des malades qui restent souvent trop alités, qui peuvent avoir un encombrement et qui peut compromettre le pronostic vital si on ne fait pas attention à ça. Pour les pathologies neuromusculaires, la fatigabilité et la récupération musculaire doivent être deux éléments qu'il faut prendre en considération. C'est très important, mais là, nous sommes très, très limités et généralement, la prise en charge se fait purement au niveau de la réanimation. Alors, il faut savoir que les objectifs de toutes les équipes que nous sommes au stade d'IRC pour ces malades, ce n'est pas de les rendre neufs, c'est de leur donner une meilleure qualité de vie par rapport à ce que une meilleure, mais il faut rester très objectif et très terre à terre dans ces objectifs, parce que c'est une IRC et ce n'est pas évident. Et chez les malades qui font des exacerbations sur des IRC, généralement, la fonction respiratoire prend un coup après une exacerbation. Alors, un des éléments du traitement, c'est d'essayer de guider les démarches du patient à se prendre en charge avant de se déplacer. Il faut qu'il apprenne, par exemple, à dégager les expériences. Quand il est encombré, c'est un entraînement qu'on apprend au malade à faire une tout dirigé, et ça permet de réduire un petit peu cette charge qu'ont les muscles respiratoires, charge de travail qu'ils ont et qui font qu'ils rentrent dans un cercle vicieux. Donc, dès qu'il arrive à votre niveau, il faut continuer à aider votre patient dans cette démarche, en même temps le mettre en position de sécurité, prendre ce qu'il faut comme mesure, notamment une libération des voies aériennes et prendre un abord veineux de bonne qualité, et ensuite faire le point rapidement sur la situation. S'il faut faire un ECB des crachats, il faut le faire, et souvent on est obligé de le faire. S'il faut faire une radiographie des poumons, alors si vous n'avez pas la possibilité de la faire sur place, il ne faut pas se précipiter pour la faire immédiatement, sauf si vous pensez qu'il y a quelque chose que vous devez voir parce que vous allez intervenir, par exemple, un pneumothorax, mais là, il faut toujours déplacer les malades dans des conditions de sécurité pour pouvoir intervenir. En conclusion, je peux vous dire, notre rôle à tous, c'est d'essayer d'éviter de passer d'une insuffisance respiratoire d'un certain type vers une autre. Et ça, c'est très difficile à avoir. Je viens de vous dire que quand il y a une décompensation sur une IRC, généralement, la fonction respiratoire qu'on obtiendra par la suite après prise en charge de la décompensation reste toujours diminuée par rapport à la fonction qu'il y avait
que le malade avait avant la décompensation. Donc, il faut essayer de limiter les séquelles autant que faire se peut de cette IRA et limiter les facteurs de risque pour éviter les décompensations aiguës qui seront donc plus difficiles à gérer. Les facteurs de risque qu'on peut limiter, c'est les facteurs qu'on peut modifier. Il y a le tabagisme, il y a l'obésité, essentiellement c'est ça, et essayer de limiter les risques d'infection respiratoire. Vous avez tous remarqué que lorsqu'on était en période Covid, on portait tous les masques, il y avait moins d'infections respiratoires des voies supérieures et on avait moins d'exacerbations, on voyait moins les insuffisances aiguës sur les IRC parce que première cause de la décompensation, c'est l'infection. Et comme les gens portaient des masques, la transmission ne se faisait pas facilement et donc on avait beaucoup moins de décompensation respiratoire. Voilà ce que je voulais que vous touchiez du poids. Maintenant, si vous avez des questions, je suis là. Merci d'être resté quand même assez nombreux. Vous êtes 137 participants. C'est une bonne chose. Il y a comme ça. Merci, professeur. Je vais voir si vous avez des questions, Madame Goubert. Vérifiez si je ne pense pas à mon niveau. Merci, chers confrères, pour ces excellentes présentations. Merci. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas de questions. Si vous avez des questions, même verbales, vous pouvez intervenir, mesdames et messieurs. Vous avez le micro, bien sûr. Il faudrait que j'active les micros. Ils veulent. Il y a ceux qui veulent parler. Voilà. J'ai activé les micros, mais de toutes les manières, puisqu'on se voit demain, ils peuvent toujours rebondir, mais à condition. À condition, il faut que ça soit, puisque la formation commence à 11 h, je peux ouvrir le Zoom à partir de 9 h30 à 10 h, si vous, après votre permission, professeur, si vous serez là à 10 h, vous pourrez répondre à leurs questions. Qu'est-ce que vous en pensez? Professeur?